Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. On parle du prix de l'essence. Pourquoi? Parce que j'ai vu Valérie Pécresse qui surenchérit, qui propose une remise pour le coup de 25 centimes par litre d'essence et non 18 comme le fait le gouvernement à partir de vendredi. Alors, ce qui est intéressant au-delà du chiffre, pourquoi 25 centimes? Ce qu'elle nous explique, c'est que c'est exactement ce qu'encaisse l'État en plus en taxes supplémentaires du fait de la hausse des prix du carburant. Ce qu'elle nous dit, Valérie Pécresse, c'est qu'il faut rendre tout l'argent aux Français. Elle a raison sur le principe, au-delà des chiffres, de tout rendre aux Français. Oui, alors il faudrait peut-être qu'elle actualise un peu ses fiches. Vous voyez, depuis plusieurs mois maintenant, on a pris des mesures pour protéger les Français de la flambée des prix de l'énergie. Il y a eu notamment une aide supplémentaire pour tous les bénéficiaires du chèque énergie de 100 €. C'est 6 millions de Français qui bénéficient du chèque énergie. Il y a le bouclier tarifaire pour geler les prix du gaz, pour limiter la hausse de l'électricité à 4%. Du prix de l'électricité aussi, ouais, voilà. Il y a effectivement l'indemnité inflation de 100 € pour près de 38 millions de Français. Et puis donc il y a cette remise qui tout ça se met en place. Mis bout à bout, quasiment Alors, 30 tout ça, milliards. mis bout à bout, ça fait 25 milliards d'euros. Ouais. Les recettes supplémentaires, c'est 5 milliards d'euros. Donc je pense qu'on met le paquet pour effectivement protéger le pouvoir d'achat des Français. Donc vous estimez qu'avec ce gouvernement, tout est rendu aux Français? Il n'y a enfin, pas encore une fois il y a 5 milliards de recettes, il y a 25 milliards de dépenses, donc je pense que c'est clair. Bon, ok. Quelle est la principale mesure de pouvoir d'achat pour vous, du président candidat Macron? Il y avait le triplement de la prime, je me suis dit la suppression de la redevance télé. C'est quoi la mesure de pouvoir d'achat la plus puissante? La première réponse en termes de pouvoir d'achat, c'est le plein emploi. C'est de permettre à chaque Français d'accéder à un emploi. Et quand on dit qu'on veut aller vers le plein emploi, on s'appuie sur ce qui a été fait dans ce quinquennat, puisque vous savez qu'on a largement baissé le taux de chômage. On était à 9,5 en au juin début 2017. du quinquennat. On est à 7,4. C'est le taux de chômage le plus bas depuis près de 15 ans. Et donc, du coup, vous êtes fier de ce bilan? Je pense qu'on peut être fier de ce bilan et, malgré la crise, d'avoir réussi à permettre à beaucoup de Français de trouver un emploi. Parce que c'est quand même la meilleure façon d'avoir du pouvoir d'achat, c'est de pouvoir travailler, de permettre à chacun d'accéder à un travail. Donc l'objectif... Mais ce n'est pas une mesure sonnante et trébuchante. Moi, je pensais encore une fois, comme il y en a qui proposent de geler le prix du carburant, qu'il n'y ait pas d'impôt pour les moins de 30 ans, d'impôt sur le revenu. Une mesure pratique. Écoutez, je pense que c'est bien de traiter le problème de fond. Et les personnes qui n'ont pas d'emploi, je pense que c'est celles qui sont le plus en difficulté, de lutter aussi contre les contrats précaires. C'est ce qu'on a fait dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, d'accompagner chacun pour qu'il puisse trouver un emploi. C'est la réponse de fond, avec un autre volet qui est aussi très important, et on a pris beaucoup de mesures dans le quinquennat, c'est de réduire toutes les dépenses contraintes, par exemple les dépenses d'énergie précisément. Donc dans ce quinquennat, on a permis à 1 million de Français, avec la prime à la conversion, de pouvoir avoir un véhicule qui consomme moins. On permet à beaucoup de Français de pouvoir isoler leur logement. Donc c'est à la fois permettre à chacun d'accéder à un emploi, réduire les dépenses contraintes, notamment les dépenses d'énergie. On a vu à quel point ça peut être effectivement une amputation du pouvoir d'achat quand on peut avoir, comme on avait eu au moment de la crise des Gilets jaunes, ou quand on a aujourd'hui une flambée des prix des énergies fossiles. Donc de sortir des énergies fossiles, c'est aussi une très bonne mesure pour la planète, pour plus d'indépendance de notre pays et pour le pouvoir d'achat. Et puis il y a, comme vous l'avez dit, l'idée que les entreprises, quand elles font des bénéfices, quand elles versent des dividendes, elles doivent aussi... Donc triplement de la prime Macron. De façon générale, avoir un dispositif de partage des profits. Donc ça peut être de l'intéressement, de la participation, ou ça peut être effectivement la prime Macron, qu'Emmanuel Macron propose de tripler si effectivement les Français lui font de nouveau confiance. Sur le chômage, là, c'est intéressant parce qu'on pourrait aussi parler du chômage des jeunes rapidement pour dire que sur les 15-24 ans, on est au plus bas. Alors il y a une discussion, Le Monde dit 20 ans, vous dites 40 ans. On est au plus bas en tout cas. Depuis 1981, ça me semble faire plus de 20 ans en effet. Et je pense que c'est aussi... C'est le plan Un jeune, une solution aujourd'hui qui a été la clé qui a permis Très clairement, on sait très bien que quand on a des crises économiques, les jeunes sont toujours les premières victimes. C'est pour ça qu'au mois de juillet 2020, on avait lancé le plan Un jeune, une solution qui a permis à 4 millions de jeunes de trouver une réponse pour pouvoir précisément accéder à un emploi. Et donc ce plan, il a porté ses fruits. C'est comme ça qu'on a un taux de chômage au plus bas depuis plus de 40 ans. 15,9%.
Oui, donc du Quand coup, on se compare voyez, par rapport aux autres pays européens. non, mais enfin, c'est à la fois le taux de chômage le plus bas depuis 1981 et en même temps, on ne peut pas se satisfaire d'avoir encore 15,9% des jeunes qui sont au chômage. C'est pour ça qu'on a décidé de poursuivre le plan Un jeune, une solution qu'on a lancé depuis le 1er mars, le contrat d'engagement jeune, pour permettre aux jeunes qui, malgré les nombreuses offres d'emploi, ne peuvent pas accéder tout seuls à un emploi, d'avoir un accompagnement intensif, 15 à 20 heures par semaine, pour, par exemple, avoir des ateliers collectifs où ils peuvent reprendre confiance, pour pouvoir découvrir des métiers, pour pouvoir justement avoir des immersions en entreprise, pour découvrir aussi le monde professionnel, et puis ensuite se former, par exemple par l'apprentissage, en ayant une préparation en amont pour réussir leur apprentissage. Donc c'est cet ensemble de solutions qu'on continue à mettre en œuvre, en allant aussi chercher les jeunes qui ont le plus de difficultés en lien avec les associations de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Après, Elisabeth Borne, quand on regarde le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi, en catégorie A, on est toujours à 3,3 millions de chômeurs, même si on a 7,4% de taux de chômage au plus bas depuis 15 ans et 5,6 millions pour les demandeurs d'emploi à temps partiel, catégorie B et C. Donc on ne peut pas se satisfaire de ces chiffres. Mais donc du coup, il faut continuer et c'est pour ça qu'on est toujours en train de mettre en œuvre un plan pour les demandeurs d'emploi de longue durée où, vous savez, moi j'avais demandé à Pôle emploi de les recontacter un par un pour leur proposer, là encore, un chemin vers l'emploi pour regarder s'ils peuvent avoir des problèmes de santé, dans ce cas-là leur apporter une réponse. Et c'est aussi pour ça que Emmanuel Macron propose dans son programme d'être plus efficace avec la transformation de Pôle emploi en France Travail, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les régions sont en charge du développement économique et de la formation des demandeurs d'emploi, que l'insertion, notamment des bénéficiaires du RSA, ce sont les départements, et que les communes aussi sont impliquées. Et donc, du coup, il faut évidemment éviter que les personnes qui ont le plus de difficultés se retrouvent ballottées et à remplir 4 formulaires soient effectivement renvoyées de l'un à l'autre. Et donc, on doit joindre nos forces, c'est ce qui est proposé avec France Travail, pour avoir le meilleur accompagnement vers l'emploi. Sur la question de l'explosion des micro-entreprises, 640 000 en 2021, est-ce que ça ne marque pas l'émergence d'une nouvelle forme de précarité, ces micro-entreprises? Alors on est évidemment vigilant. C'est d'abord une bonne nouvelle parce qu'il y a aussi des gens qui souhaitent créer leur entreprise. Vous savez, y compris pour les personnes éloignées de l'emploi, l'idée de créer son activité est quelque chose qui peut être très motivant, donc qu'on soutient, notamment en accompagnant 40 000 personnes éloignées de l'emploi dans le cadre d'un programme qu'on a lancé pour l'insertion par le travail indépendant. Ensuite, il faut s'assurer qu'on est bien dans du travail indépendant et pas dans des formes détournées du salariat. C'est par exemple ce qu'on fait avec les élections qui interviendront dans les prochaines semaines pour les travailleurs des plateformes, pour qu'on puisse s'assurer que quand on est un travailleur indépendant, notamment sur ces plateformes de mobilité, on peut aussi avoir des représentants qui vont négocier des droits sociaux. Un petit mot de la retraite, Elisabeth Borne. Report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, mesure défendue par le candidat Macron. Sondage ELAB qui montre que 69% des Français sont opposés à cette mesure. Qu'est-ce qu'on leur dit pour les convaincre? C'est beaucoup, quasiment plus de 2 tiers des Français qui sont contre. Alors, d'abord que évidemment, ça ne s'appliquera pas de façon uniforme. C'est sur 10 ans. Qu'il faut tenir, que ça s'appliquera de façon progressive, donc de 4 trimestres de plus par an, que ça ne s'appliquera pas de façon uniforme. Moi, j'entends des gens qui disent, dans mon métier, j'imagine pas travailler jusqu'à 65 ans. Bien évidemment, il y a des métiers qui sont difficiles, fatigants, pour lesquels il faudra qu'il y ait une concertation avec les partenaires sociaux pour effectivement adapter les règles en termes de retraite en fonction de la situation des différents métiers. Je pense que c'est aussi important de se dire que tous les voisins européens ont déjà un âge de départ à 65 ans. Et en France, on a un modèle social qui est très protecteur. Évidemment, il n'y a pas de solution magique. Il faut financer ce modèle social, dont on a vu à quel point il était important pendant la crise sanitaire. On a pu mettre en œuvre de l'activité partielle qui a protégé jusqu'à 9 millions de Français. L'État a pu prendre en charge la rémunération de ceux qui ne pouvaient pas travailler. On a vu aussi que ça nous permettait d'avoir des vaccins gratuits. Donc si on veut demain pouvoir investir dans notre santé,
prendre aussi en compte la situation des personnes âgées, leur permettre de vieillir chez elles avec le bon accompagnement, et puis protéger notre système de retraite par répartition. Il faut financer effectivement tout ce système de protection sociale, et ça passe par un recul de l'âge de départ à la retraite, évidemment en tenant compte de la situation des différents métiers. Ouais. J'en parlais il y a quelques jours avec Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui me dit « Mais attendez, il n'y a pas du tout urgence à réformer et à allonger la durée de l'âge légal de départ à la retraite. Quand on regarde le régime des retraites, il est déficitaire en 2021 de 2,6 milliards. » Il me dit « Il n'y a pas d'urgence. Hein. » Je pense qu'on a tous les projections du Conseil d'orientation des retraites qui nous montrent qu'on a un déficit de l'ordre de 15 milliards en 2030 si on ne fait rien. En plus, on veut aussi avoir une meilleure retraite. Il y a une mesure de justice sociale qui est de passer la pension minimale à 1 100 € pour ceux qui ont des carrières complètes. Si on veut financer ça, des retraites à 1 100 € pour tous ceux qui ont des carrières complètes, assurer le financement en général de notre protection sociale, il faut des recettes supplémentaires et ça passe par le fait progressivement d'aller à un âge de départ à la retraite à 65 ans. Charge pour les entreprises derrière de vraiment faire travailler leurs seniors. Comment est-ce qu'on fait pour les inciter au-delà des bonnes intentions ? Alors vous avez raison, et on a aujourd'hui un taux d'activité des seniors qui est plus bas que la plupart de nos voisins. Surtout sur les 60-64 ans. Ça renvoie à beaucoup de sujets sur lesquels, là encore, il faudra qu'il y ait des concertations. C'est à la fois la prévention de l'usure professionnelle, la possibilité, quand on est dans un métier qui est dur, de pouvoir passer à un autre métier. On a mis en œuvre, élaboré avec les partenaires sociaux un dispositif qui s'appelle Transition collective pour permettre de changer de métier. C'est aussi s'assurer que tout au long de sa vie, on peut bénéficier de formations professionnelles pour pouvoir adapter ses compétences à l'évolution des techniques, par exemple la transition digitale, la transition écologique. Donc il y a un ensemble de mesures qui doivent être mises en œuvre pour permettre aux seniors de continuer à travailler. À ceux qui défendent, et après on passe un petit peu au sondage et à la campagne, à ceux qui défendent la retraite, le retour de la retraite à 60 ans, de manière différenciée entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds que peut-être que pour eux, la pérennité de notre système par répartition n'est pas important ou qu'il y a de l'argent magique. Moi, je pense que c'est important de dire les choses avec sérieux aux Français et de... C'est pas sérieux de promettre la retraite à 60 ans ? Je pense que ça n'est pas sérieux. Vous voyez, je voudrais savoir quelle est la recette magique qu'on aurait en France pour permettre de financer un système de protection sociale plus généreux que chez nos voisins en travaillant jusqu'à 60 ans pendant que nos voisins travaillent jusqu'à 65 ans. Un petit mot de la campagne. On voit dans les derniers sondages une dynamique de Marine Le Pen. Et il se dit, alors c'est le cancan, c'est à voir si c'est vrai ou pas, en tout cas il se dit que cette dynamique, ça met un petit peu le doute dans l'entourage du président. Est-ce que c'est vrai ? Et est-ce que pour vous, elle fait une bonne campagne, ce que disent beaucoup d'observateurs politiques ? Qu'elle est loin des polémiques, qu'elle a fait disparaître un petit peu l'extrémisme de son programme. Ce qui est clair, c'est qu'une élection n'est jamais jouée d'avance. Et donc, il faut être mobilisé, il faut présenter le programme aux Français, il faut rappeler aussi qu'on a un bilan qui permet de crédibiliser ce qui est proposé dans le cadre du programme. Et puis moi, je vois aussi que Marine Le Pen, effectivement, elle a sans doute lissé des angles qui existaient dans son programme précédemment, mais du coup, c'est le grand flou. Vous voyez, moi, j'ai toujours pas compris comment elle finance son programme. Par exemple, la retraite à 60 ans, j'ai toujours pas 10 milliards, ça coûtera 10 milliards. Toujours pas compris ce que Marine Le Pen pense de M. Poutine et ce qu'elle ferait si elle était aux responsabilités, qu'est-ce qu'elle lui dirait sur l'invasion de l'Ukraine. J'ai toujours pas compris non plus ce qu'elle pense de l'Europe. Est-ce qu'on continue à travailler avec les autres pays européens pour avoir une défense commune, pour se protéger dans un monde dont on voit bien qu'il est très incertain? Est-ce qu'on continue à s'armer ensemble pour avoir la capacité à produire sur notre sol les composants électroniques qui nous ont fait défaut pour Donc pouvoir il y a trop de flou pour vous. Je pense que c'est finalement un chèque en blanc ce que demande Marine Le Pen aux Français. Donc voilà, je pense qu'il faut effectivement bien présenter le bilan aux Français et être mobilisé. Moi, j'étais la semaine dernière dans 3 réunions publiques et je vais continuer à le faire. Un affrontement avec Marine Le Pen, encore une fois, l'élection n'est pas faite au second tour, d'après ce que nous disent les sondages, ça serait plus compliqué pour le président sortant qu'en 2017. Plusieurs instituts la donnent à 45% au second tour. Moi, je ne suis pas là pour faire des pronostics de second tour. Il y a déjà un premier tour, mais je pense que c'est important qu'on puisse effectivement présenter le programme que porte Emmanuel Macron. C'est un programme qui projette notre pays dans l'avenir, qui vise à permettre à chaque Français, à chaque jeune de pouvoir accéder au métier qui lui plaît, de pouvoir
avoir son projet de vie parce qu'il aura pu accéder à un travail qui l'intéresse. C'est aussi un programme dans lequel on veut s'assurer, par exemple, qu'on mène vraiment la transition écologique dont on a besoin, qui nous permettra d'avoir plus d'indépendance, dans lequel on aura une industrie qui nous permettra de ne pas dépendre, par exemple, de l'Asie, comme on a pu le voir pendant la crise sanitaire, et donc de protéger les Français, d'avoir un pays plus solidaire et plus uni. Bon. Sur ceux qui disent que c'est un copier-coller, le programme d'Emmanuel Macron et de Valérie Pécresse, que tout ça sont des copier-coller, vous répondez quoi? Enfin, je ne vois pas le rapport sur beaucoup de sujets entre le programme d'Emmanuel Macron. Moi, je ne sais pas, par exemple, vous voyez, qu'est-ce que Valérie Pécresse propose sur la préparation de notre économie, de nos industries aux enjeux d'avenir, sur la façon dont on va pouvoir gagner notre indépendance sur l'hydrogène, sur les composants électroniques. Je pense que sur le RSA, par exemple, vous n'en avez pas parlé, mais Madame Pécresse a semblé comprendre qu'on proposait la même chose. On ne propose pas du tout la même chose. Nous proposons de pouvoir accompagner chaque bénéficiaire du RSA en considérant que donner une allocation, ça ne suffit pas et qu'il faut un véritable accompagnement pour permettre à chacun de s'en sortir et de retourner vers l'emploi. Je comprends que Mme Pécresse, elle considère que dès lors qu'on a donné le RSA à quelqu'un, alors on lui demande de faire des travaux d'intérêt général. Donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels... Et vous demandez quoi? Une formation En fait, on reprend exactement ce qu'on met en œuvre depuis quelques semaines sur le contrat d'engagement jeune, c'est-à-dire de permettre à chacun de trouver son chemin vers un emploi durable, ce qui passe par de la découverte des métiers, de la remise à niveau sur des compétences de base, de la formation. Et ça n'a rien à voir avec des travaux d'intérêt général. Un petit mot de l'abstention, peut-être qui se profite. Vous la redoutez, cette possible forte abstention? Certains disent que ça pourrait carrément entacher un éventuel second mandat du président sortant. Comment inciter les Français tous ceux qui disent ça, ils pourraient se préoccuper plutôt de convaincre les Français d'aller voter. Évidemment, on est dans un contexte qui est compliqué, avec la guerre en Ukraine, avec les préoccupations que ça peut avoir sur notre vie quotidienne, notamment sur les risques d'inflation, sur la flambée des prix de l'énergie. Donc, moi, je n'ignore pas que les Français peuvent avoir effectivement des sujets de préoccupation et on les partage et on agit pour les protéger contre cette flambée du prix de l'énergie. Mais je pense que c'est aussi important de se dire, a fortiori quand on voit ce qui se passe aux portes de l'Europe, que la démocratie, c'est un acquis et qu'il faut le défendre et qu'on commence par le défendre en allant voter. Voilà. Et donc éviter la démobilisation, encore une fois, de votre électorat. C'est des choix majeurs. L'élection présidentielle, même si on est dans un contexte où beaucoup de Français ont des préoccupations immédiates, c'est le choix du projet qu'on veut pour notre pays dans les 5 prochaines années, à un moment où on a pu voir qu'on a été confronté à de nombreuses crises, qu'il y en aura certainement d'autres. Je pense que c'est important qu'on ait un projet qui projette notre pays dans l'avenir, comme le propose Emmanuel Macron. Qui va au contact, on l'a vu, donc de nouveau, là, il était attendu là-dessus. Il est totalement aujourd'hui candidat à 100% sur cette dernière ligne droite? Il est évidemment totalement déterminé à défendre ce projet que je vous ai décrit. Il a par ailleurs des responsabilités de gérer une crise en tant que président de la République, mais comme il l'a dit, dès qu'il le peut, il va sur le terrain à la rencontre des Français, des associations, comme il a pu le faire hier et comme il le fera dans les prochains jours. Allez, merci d'avoir été avec nous. Donc, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, au revoir. Merci.